PowerPoint. Et alors pour me rassurer, j'ai toujours des notes avec moi. Parce que ça me rassure. Et je me dis, mais là, j'ai même pas je vais mettre des notes. Non, mais tant pis, on va s'imposer. Par contre, si je cafouille, il ne faudra pas m'en vouloir. Ah, mais bien sûr, On passera une chanson pendant ça. Ça sera une chanson. J'ai une adresse. J'ai cassé le cadre. Alors, il y a juste au départ de ma présence ici, j'ai été contacté par les copains de l'université populaire de Lorient, qui vient de se créer. Et donc ils ont dit, est-ce que tu veux venir faire une conférence? Bon, pourquoi pas. Et donc comme c'est l'université populaire, donc je me suis dit, bon, on va faire quelque chose de généraliste sur l'anarchisme. Bon, et comme qu'est-ce que c'est l'anarchisme, ça fait un peu rabâché, donc je me suis dit, bon, ça va être naissance, persistance et actualité des idées, des doctrines et des pratiques anarchistes. Comme ça, je me suis dit, on peut parler absolument de tout, et puis, j'ai pas besoin de préparer. Parce que bon, habituellement, j'arrive à me débrouiller. Mais il faut toujours préparer ces interventions, parce que sinon, on finit par ennuyer les autres. Et alors, on a dit, oui, mais ça risque de coûter cher. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'organiser une mini-tournée? Question de mutualiser les coûts. Je dis, pourquoi pas. Donc, du coup, c'était à Oreille, c'est ici ce soir. Et malheureusement, il y avait des problèmes de géographie, donc on m'a calé hier une réunion à Caen. Donc, du point de vue Pour la tournée, c'était pas génial. Et alors, ça fait 3 fois d'affilée que je répète la même chose. Et là, moi, j'ai dit, bon, que je peux essayer de répéter une 4e fois la même chose, mais je peux aussi éventuellement improviser. Et donc, moi, ce que j'avais proposé aux autres, c'était de faire un petit peu un jeu de questions-réponses sur tout ce que vous auriez voulu savoir sur l'anarchisme et que vous n'avez jamais osé demander. Mais alors, comme parmi vous, il y a des gens qui sont déjà posé cette question depuis très longtemps. Éventuellement avec toi. Et voilà, éventuellement déjà avec moi. Il y a 35, 36, 37 ans. C'était quand même un bail. Donc, quand je dis je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, c'est ça qui me retient un peu. Voilà. Alors donc, comme tout le monde n'est pas dans un cheveu, hein, on peut quand même pouvoir en discuter. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Et donc moi, ce que j'aimerais, que ce soit une intervention un peu ouverte. C'est-à-dire que si vous avez envie que je développe tel ou tel point, moi j'interviens, je développe, Poste sur l'invité, je me mets là. Très bien, non, mais il n'y a pas de problème. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est depuis quand il y a des anarchistes? Ça, c'est une question centrale, si vous voulez. Donc là, vous avez deux types de réponses, même au niveau des historiens. Vous avez ceux qui pensent qu'il y a eu des anarchistes, ou des gens qui s'approchaient des anarchistes depuis toujours. C'est-à-dire que l'anarchisme, ce serait une espèce d'esprit de révolte qu'on retrouverait à travers tous les âges, tout simplement parce que l'histoire de l'humanité, c'est une histoire d'oppression. Et donc, puisque c'est une histoire d'oppression et de domination, l'anarchisme, c'est une réaction radicale à l'oppression et à la domination. Donc, il n'y a aucune raison d'exclure l'existence d'anarchistes, de comportements anarchistes, depuis qu'il y a la société humaine, en tout cas depuis que cette société humaine est marquée par l'exploitation et la domination. Et donc, dans cette perspective-là, vous avez par exemple les ouvrages de ce que je considère être le principal historien de l'anarchisme, l'allemand Max Nettlau, qui est mort au début des années 40, 1940. Et bien lui, il estimait qu'il était possible de retrouver dans des traditions culturelles d'ailleurs très diverses, en Asie ou dans la Grèce ancienne, etc., et même au sein de la tradition chrétienne, des pensées, des attitudes, des comportements qu'il qualifiait d'anarchistes ou de pré-anarchistes. Bon. Ce point de vue-là, moi je ne le partage pas. Je ne le partage pas parce que je pense que c'est un peu un anachronisme de parler d'anarchistes, par exemple, dans des sociétés qui sont dominées par la religion. En fait, la seule chose dont on peut parler, c'est de l'existence de sociétés sans État.
mais pas forcément sans domination. Alors ça c'est déjà quelque chose à mon sens d'important. Et ensuite, quand par exemple on fonde le projet émancipateur sur la volonté de Dieu, là on peut se poser des questions pour savoir si c'est véritablement d'anarchisme dont on parle. Parce que en fait en réalité moi je pense qu'on confond deux choses, l'utopie et l'eschatologie. Alors l'utopie, vous savez, ça désigne une société qui se veut harmonieuse, pas parfaite, mais disons où les conflits ont été abolis, qui permet une forme d'égalité économique et sociale, etc. Celui qui a inventé le terme utopie, c'est Thomas More. Ce Thomas More, donc au début du XVIe siècle, rédige ce texte dans lequel il décrit une société qu'il considère comme étant, entre guillemets, idéale. Et donc il invente un genre littéraire à proprement parler. La particularité de l'utopie, c'est d'être un projet qui est élaboré par les hommes pour les hommes. C'est-à-dire, ce Thomas More, ce que très peu de gens savent, c'est que c'est un martyr de l'Église catholique. Parce que comme il s'était opposé au roi d'Angleterre, il sera condamné, exécuté. Et donc l'inventeur, mais le projet de l'utopie de More, c'est un projet exclusivement humain, conçu pour les humains. Or, quand on parle d'eschatologie, par exemple des tendances millénaristes, on est confronté en revanche à une espèce de formulation, d'expression, d'interprétation de ce qu'on croit être la volonté de Dieu. Vous connaissez tous Saint Jean l'Apocalypse. Alors, il y a un combat qui est livré entre Dieu et le mal, et suite à ce combat, c'est Dieu qui gagne, et comme ça, ceux qui ont vécu dans la grâce de Dieu, en fait, c'est qui est juste, hein, ils vont être sauvés, les autres vont périr. Bon. En réalité, il n'y a pas un combat eschatologique, il y en a deux. Ça, c'est l'Église catholique, hein, a fini par faire en sorte que les deux combats puissent se rejoindre, mais en fait, en réalité, il y en a deux. Il y a un premier combat eschatologique, bien évidemment, Dieu gagne une première fois, et c'est là qu'il y a la résurrection des morts, et qu'ils vont ressusciter, mais avec leur corps. Et tous ceux qui ont appuyé Dieu, donc ils vont pouvoir vivre pendant 1000 ans sur terre et faire un gros bombasse. Je simplifie à l'extrême, si vous voulez, mais il n'y a plus de contraintes liées au travail, à l'effort, à la société, etc. Et au bout de 1000 ans, vous avez une nouvelle fois le diable, enfin les forces du mal qui se déchaînent, une nouvelle fois Dieu l'emporte, ça va de soi, et cette fois-ci c'est la fin de la terre. Or, cette volonté de vivre 1000 ans sur terre sans loi, si vous voulez, on appelle ça le millénarisme, si vous voulez, c'est une espèce de récompense physique qui est donnée à ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont œuvré pour lui, et donc c'est un espace, si vous voulez, de liberté incroyable, mais qui est décidé par qui? Par Dieu, et par ceux qui pensent être les interprètes de Dieu. Et donc c'est très intéressant qu'au même moment où il y a l'utopie de Thomas More, qui est rédigée, qui est écrite, il y a aussi un des soulèvements millénaristes les plus connus, c'est la guerre des paysans en Allemagne, dont l'initiateur était Thomas Müntzer, qui se fixait comme objectif de réaliser le royaume de Dieu sur terre, c'est-à-dire parce qu'il pensait que la fin des temps était arrivée, et que donc on allait installer, par volonté de Dieu, ces 1000 ans de royaume de Dieu, au cours duquel tout le monde vivrait sur un pied d'égalité, dans une espèce de société communiste, où il n'y aurait pas d'autorité, il n'y aurait pas de chef. Bien évidemment, il y a Dieu, mais il n'y en aurait pas eu officiellement en tout cas, de gouvernants, et donc c'était une véritable, entre guillemets, société anarchiste. Mais cette société anarchiste est dérivée de Dieu, c'est Dieu qui a décidé que. Bon. Et cette conception-là, millénariste, par exemple, qui peut avoir assumé un aspect plus ou moins radical, ça s'est poursuivi sous des formes différentes jusqu'au XIXe, et encore même au XXe siècle, avec ce qu'on appelle le mythe du cargo. C'est-à-dire que des sociétés malanésiennes qui voyaient arriver des cargos avec des nourritures de l'homme blanc,
Et il pensait que c'était un petit peu comme si Dieu venait apporter de la nourriture en abondance, donc le paradis sur terre, si vous voulez, d'une certaine manière. Je ferme la parenthèse pour dire que cette conception-là, qui n'est pas forcément incompatible avec une finalité anarchiste, pour moi ce n'est pas de l'anarchisme parce que c'est lié à une interprétation de ce qu'on pense être la volonté de Dieu. Contrairement à l'utopie qui, elle, est un projet humain élaboré pour des humains à destination des humains et qui peut être considéré comme étant la matrice, si vous voulez, de tous les discours radicaux qui vont suivre au cours des siècles successifs. Thomas More n'était pas un anarchiste, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit quand même une société pacifiée, où grâce au travail, les gens vivent dans l'abondance, pas forcément dans l'opulence, mais il n'y a pas de problème pour satisfaire leurs besoins matériels. En même temps, il y a une forme de gérontocratie, c'est-à-dire les vieux ont le pouvoir, en gros, dans l'utopie qu'ils présentent, mais ils administrent peu. Les individus peuvent choisir leur conjoint, et en définitive, il élabore ce que moi j'appelle une forme de paradigme, le paradigme morien, justement, qui affirme la possibilité que les sociétés humaines peuvent se doter des institutions qui visent le bien-être, l'harmonie et la résolution des conflits. Et au sein desquels il y a un minimum de gouvernement, et c'est l'administration qui remplace l'administration des choses qui remplace le gouvernement des hommes. Voilà. Donc à partir de cette matrice-là, vous avez formulé un projet qui rendra possible tout un tas d'utopies, même les plus aberrantes si vous voulez, mais aussi une pensée ouvertement, spécifiquement anarchiste. Par opposition avec l'eschatologie et par opposition à tous les autres rêves sociaux qui ont pu se manifester dans l'histoire de l'humanité, sous des formes plus ou moins mystiques, plus ou moins religieuses, mais qui toutes font dépendre la fin de l'oppression d'un dessein qui est élaboré en dehors des hommes, par Dieu, la divinité, ou ceux qui veulent se faire les interprètes de ce Dieu, de cette divinité. Donc, le début, si vous voulez, d'une pensée moderne qui peut déboucher ensuite sur des conceptions anarchistes, c'est véritablement l'apparition de cette utopie, ce projet de société alternative. Mais, attention, chez Thomas More, il s'agit que d'une espèce d'exercice de style. C'est quelque chose qu'il aimerait se voir se réaliser, donc il écrit quelque chose de souhaitable, mais qui n'est pas forcément réalisable. Et d'ailleurs, il ne se fait aucune illusion sur la possibilité de pouvoir le réaliser. Pour que l'idée de pouvoir réaliser un projet de société réalisé par les hommes eux-mêmes, à destination des hommes, et qui puisse se débarrasser des formes les plus voyantes de domination et d'oppression, ce projet, cette possibilité-là, elle va s'affirmer petit à petit au cours des siècles suivants. Par exemple, vous avez au XVIIIe siècle, c'est le siècle peut-être où il y a le plus d'utopies et d'utopies sociales qui se développent, et où vous avez aussi des utopies qui sont ouvertement anarchistes ou anarchisantes. Je vais mentionner par exemple Diderot, le supplément au voyage de Bougainville. C'est un petit texte, je ne sais pas si quelqu'un l'a lu ici. Alors je vous conseille Ça s'appelle comment? Supplément au voyage de Bougainville. C'était un explorateur qui venait de faire son tour du monde et que donc il avait fait tout un tas de découvertes et Diderot, donc il dit voilà, c'est un supplément au voyage. Et en fait, il présente une société imaginaire située dans l'océan Pacifique où il décrit une vie simple d'une peuplade, si vous voulez, qui vit sans Dieu ni maître. En gros, en pratiquant l'amour libre et n'ayant pas de besoin, puisque trouvent facilement les moyens de pouvoir satisfaire leurs besoins physiques. Voilà. Et donc c'est véritablement une utopie, si vous voulez, anarchiste, même s'il n'utilise pas, bien évidemment, ce terme. Et au même moment, vous avez un autre auteur qui s'appelle Léger-Marie Deschamps, qui est connu sous le nom de Don Deschamps, puisque c'était un religieux, qui rédige, dans le plus grand secret, une espèce de système philosophique où il développe l'idée d'une société sans Dieu et sans classe sociale et en même temps égalitaire. Et se fixe comme objectif celui de combattre ce qu'il appelle les demi-lumières.
Parce que bon, on est à la fin du XVIIIe siècle, on est en plein à l'époque des Lumières, mais pour lui, ce n'est pas des véritables lumières, c'est des demi-lumières puisqu'on ne va pas jusqu'au bout. On reste d'une certaine manière au milieu du gué, et le seul qui va accepter d'échanger avec ce don des champs, c'est Diderot. C'est beaucoup plus radical, si vous voulez, par rapport à l'image qu'on peut avoir de lui aujourd'hui. Et ce don des champs, lui aussi, il développe cette espèce de rêve d'une société débarrassée de l'oppression, etc. Mais dans les deux cas, et surtout dans Don des champs, il s'agit là encore de projets qui ne sont pas immédiatement réalisables, et qui d'ailleurs n'est pas forcément bon d'expliciter tel quel. Ou alors, si on veut changer la société, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va toujours s'en remettre à qui? Eh bien, au despote éclairé, au chef, qui lui, il sait qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'il ne faut surtout pas demander aux individus de mettre en pratique ces idées. Parce que si les individus mettent en pratique ces idées, ça va être l'anarchie, cette fois-ci au sens négatif du terme. Donc, on prend conscience de la possibilité que les hommes peuvent avoir de changer de société, on prend conscience aussi de la nécessité de pouvoir le faire, mais surtout, les moyens pour pouvoir réaliser ces changements, il faut qu'ils soient très progressifs, et d'ailleurs on va les confier à qui? Ben, si possible, au monarque éclairé, pas n'importe quel monarque, mais le monarque éclairé qui peut petit à petit introduire des réformes, faire l'éducation du peuple, puis on verra. Ce point de vue-là, par exemple, c'est le point de vue de quelqu'un qui est très très loin d'être anarchiste, mais qui s'inscrit un peu dans cette pensée, et qui est Voltaire. Lui, il est athée, mais il ne prêche pas du tout l'athéisme, parce que l'athéisme peut pousser les gens à agir d'une manière anarchique. Bon. Donc il a peur qu'on vienne l'égorger dans son lit. Et donc, oui, il faut combattre l'obscurantisme, mais piano piano, si vous voulez, un peu à la fois, et surtout ne pas brusquer les choses. En fait, il y a un seul auteur de cette période qui pousse à l'action directe, violente, révolutionnaire, c'est ce qu'on appelle, c'est le curé Méliès. Alors, le curé Méliès, son testament. Donc, c'est un curé dans les Ardennes, je crois, je ne dis pas de bêtises, et qui, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on m'enregistre, parce que j'ai une espèce de trou de mémoire, je dis, ah, c'est une bêtise, c'était pas dans les Ardennes, c'est ignorant, ça c'est... Voilà, c'est ça qui me gêne, hein. C'est pour ça que j'aime aussi avoir toujours des notes, parce que quand vous êtes fatigué, vous avez un trou de mémoire, bon, j'ai écrit là-dessus, un trou de mémoire, voilà, bon, donc, je continue. Ça sera coupé. On fera une carte de France, on reprend. C'est les Ardennes. C'est les Ardennes. Ah, Donc on coupe. On coupera pas, très bien. Donc il y a ce curé Méliès qui rédige à sa mort un manuscrit qui est extrêmement volumineux, qui n'a été réédité dans son intégralité qu'une ou deux fois, depuis le début du XVIIIe siècle. Et il appelle, mais c'est ça, c'est pas l'ancien, et il les appelle à se révolter pour réaliser ce qu'on appellerait aujourd'hui une société communiste, anarchiste. Et ces appels sont tellement violents qu'en particulier, il lance des appels comme quoi on va pendre le dernier pape et le dernier roi avec les entrailles du dernier curé, etc. Cette phrase, je cite de mémoire une nouvelle fois, et cette phrase a été ensuite reprise et adaptée, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à après 68 ou pendant 68, c'était on va pendre le dernier bureaucrate avec les tripes de l'ancien du dernier des staliniens. Enfin, bon. Donc c'est la phrase d'origine, c'était celle du curé Méliès, et ensuite, trois siècles après, on continue encore. C'est tellement des bonnes phrases. Oui. Donc il y a plusieurs variantes. Mais le problème, c'est que ce testament du curé Méliès, qui précède, parce que c'est tout à fait au début du XVIIIe siècle, il n'est connu que tardivement, il n'est reproduit que dans sa dimension athée, donc on élimine tout le côté social, si vous voulez, communiste, etc., et on élimine aussi tout le côté révolutionnaire. Et lui, il écrit ça après sa mort. Pas du tout pendant de son vivant. C'est un peu la même chose que Don Deschamps dont je vous ai parlé, qui se
si vous voulez, qui se réunit avec un public choisi pour discuter de ce qui pourrait être un nouveau monde, mais qui se garde bien de rendre les choses publiques, parce que sinon il risque d'être poursuivi. Voilà. Donc ça c'est, on est confronté avec le XVIIIe siècle, avec une prise de conscience que les réformes sont possibles, mais on ne veut pas que ces réformes soient réalisées par le peuple lui-même, par les intéressés eux-mêmes. Et en fait, la vraie rupture se situe au moment de la Révolution française. Si la Révolution française est si importante, ce n'est pas parce que liberté, égalité, fraternité, c'est une formule indépassable. C'est tout simplement parce que pour la première fois, des groupes sociaux se mobilisent d'une manière consciente pour se doter des institutions qu'ils ont eux-mêmes choisies, à partir de principes qui ne font pas intervenir Dieu et qui reposent exclusivement sur une certaine conception de la représentation des individus, de la manière de légitimer le pouvoir politique. Voilà. Et donc la Révolution française est capitale, non pas parce que, pendant l'épisode de la Révolution française, il y a eu des anarchistes qui ont développé un programme anarchiste. Là-dessus, il y a un peu des ambiguïtés, si vous voulez, mais de personnalités comme Sylvain Maréchal, qui a développé un manifeste dans lequel explicitement il demande l'abolition des privilèges et de l'exploitation, si vous voulez, il est pratiquement le seul. Tous les autres, ce sont des révolutionnaires, des radicaux. Il n'est pas anarchiste. C'est pour ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des conceptions qui sont radicales au sein de la Révolution française, qui veulent aller bien au-delà de la Révolution bourgeoise, si on veut, mais il n'y a pas de théoricien de l'anarchisme. C'est-à-dire que pendant l'épisode révolutionnaire, on ne peut pas dire qu'il y a des personnalités, des chefs de club, etc., qui disent oui, pour réaliser le programme de la Révolution française, il faut détruire toute forme d'oppression et de domination. Si, il y a le manifeste de Sylvain Maréchal, un manifeste qui n'a aucun écho dans l'immédiat et que, reste un peu noyé, reste tout à fait marginal. Même ce qu'on appelle les enragés, par exemple, sont partisans d'une forme de démocratie directe, active, si vous voulez, les sans-culottes, et puis à gauche des sans-culottes, donc ce qu'on appelait les enragés, donc ils critiquent la représentation telle qu'elle se met en place. Ils critiquent les institutions démocratiques représentatives, mais ils ne vont pas jusqu'à l'anarchie. Et donc, d'ailleurs, ça ne les gêne pas du tout que la démocratie directe soit utilisée pour instaurer une dictature, pour pouvoir mener à bien la révolution. Et Babeuf, qu'est-ce qu'il fait? C'est exactement la même chose. Donc il fait une conspiration pour réaliser jusqu'au bout les prémices égalitaires de la Révolution française, mais il veut le réaliser en imposant ces réformes. C'est-à-dire qu'il fait exactement la même chose que Robespierre et les autres. Et donc, la dimension anarchiste de la Révolution française, ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut la chercher. Il faut la chercher beaucoup plus dans le fait que les contemporains, et que ce soit en France ou que ce soit ailleurs, on prend enfin conscience que le changement social radical est possible et que des groupes sociaux peuvent en être des initiateurs. Mais alors, la première des réactions, ce n'est pas du tout d'adhérer à ce qui s'est fait pendant la Révolution française, puisque la Révolution française va devenir même un contre-modèle. Parce qu'on a coupé la tête au roi, et on a fini par couper la tête à tout le monde. On a voulu lutter contre l'oppression, et puis on a fini par supprimer les enfants même du peuple qui avait été porteur de ces réformes. Et donc il y a le tout premier, à mon avis, théoricien anarchiste, véritable, c'est pas en français, c'est en anglais, William Godwin, qui rédige, dès 1893, il commence à rédiger, 1793, donc au moment même où il y a l'épisode de la terreur qui se produit en France, ce qu'il appelle une enquête sur la justice politique, et où il va se montrer de plus en plus critique par rapport à l'utilisation de la violence politique et de la dictature pour changer de société. Et donc, dans les éditions suivantes, il précise son propos, et il aboutit à la conclusion qui est totalement anarchiste, qui consiste à dire, oui, le changement social est possible,
oui, il est souhaitable, oui, on peut aller vers une société où il n'y a ni dominant ni dominé, oui, on peut résoudre les problèmes sociaux, mais pour pouvoir réaliser toutes ces réformes, il faut le faire d'une manière progressive, en commençant par l'éducation des individus. Et donc, c'est à travers la diffusion de ce qu'il appelle les lumières, puisque c'est quand même encore un homme de lumière, que lui, il pense qu'il sera possible, progressivement, d'arriver à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'euthanasie du gouvernement. Donc on n'abolit pas le pouvoir politique va finir par devenir inutile à partir du moment où les individus, les groupes sociaux seront capables d'agir d'une manière raisonnable à partir de principes bien évidemment égalitaires. Et pour lui, c'est ça le moyen pour achever la Révolution française. Et non pas dans la tradition de Babeuf, qu'on appellera la tradition babouviste, c'est celle d'un coup de main, la prise du pouvoir, la mise en place d'une dictature, un comité de salut public qui sait quel est l'intérêt du peuple et qui va prendre les mesures nécessaires. Voilà. Et donc, il faut vraiment attendre le lendemain de la Révolution française pour voir se manifester un premier corpus idéologique qu'on peut qualifier d'anarchiste. Pourquoi? Mais tout simplement parce que non seulement on estime que c'est possible le changement social radical, et non plus souhaitable, mais cette fois-ci, qui est à l'origine de ce changement social? Les intéressés eux-mêmes. Ce n'est plus le despote éclairé, ce n'est plus Dieu, ce n'est plus le philosophe, c'est tout simplement les personnes qui sont elles-mêmes intéressées à ce changement, qui se mobilisent et qui sont en mesure de pouvoir réaliser les transformations jugées nécessaires. Et c'est à partir de là qu'on peut parler de l'apparition, du développement, de l'anarchisme, d'une pensée anarchiste, et de personnes qui se réclament eux-mêmes d'une conception anarchiste. Bon. Attention, c'est à partir de là qu'on peut concevoir, parce qu'il n'y en a pas encore d'individus qui se réclament explicitement de l'anarchisme. C'est-à-dire que, pour bien comprendre ce qui se passe au lendemain de la Révolution française, il faut voir qu'il y a une autre rupture majeure qui se produit à ce moment-là. Ce n'est pas une révolution, au sens politique du terme, mais c'est quelque chose qui va avoir des conséquences encore plus importantes. C'est tout simplement le développement du capitalisme industriel. Le capitalisme ne date pas du XIXe siècle, mais le capitalisme industriel, oui. C'est-à-dire avec le développement d'une industrie, dans quel pays? D'abord Grande-Bretagne, puis en France. Et là, on voit apparaître quelque chose que pour les contemporains est à proprement parler scandaleuse. On voit apparaître ce qu'on a appelé à l'époque la question sociale. Alors c'est quoi la question sociale? Ben, tout simplement que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est capable de produire au-delà des besoins. C'est incroyable. Avant, disons, c'était de dire au paradis, tout le monde pourra en manger à satiété. Bon, il va y avoir des fleuves, de miel, il y aura plein de dattes, en fait, tout ce que vous voulez. Donc c'était toujours ce côté abondance. Et là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est capable de produire en abondance et bien au-delà des besoins de chacun. C'est justement parce qu'on est capable de produire en abondance au-delà des besoins de chacun qu'il y a des crises économiques, des famines, et que les gens tombent dans une situation de misère extrême. Et on assiste non pas à la naissance de la pauvreté, mais on assiste à la naissance du paupérisme, ce que les gens à l'époque appellent le paupérisme. Et qui est frappé par le paupérisme? Ben, une nouvelle classe de travailleurs qui s'affirment et qu'on appelle prolétaires, ben, tout simplement parce qu'ils ne possèdent rien. Ils ne possèdent que leurs enfants, proles, les enfants, la prole, et à partir de là, ils représentent en quelque sorte l'expression des contradictions dans lesquelles toutes les sociétés, d'abord, disons en Europe occidentale, puis petit à petit dans le monde entier, vont être plongées. C'est-à-dire cette contradiction de la misère au milieu de l'opulence, et que ce sont les mécanismes mêmes, les raisons mêmes qui créent la richesse, qui provoquent cette misère, et qui conduisent à la création d'un groupe d'individus de plus en plus nombreux, les prolétaires, qui sont misérables et qui ont cela de particulier, qui ont été dépossédés de tous leurs moyens de production. Ce n'est plus des serfs, au sens, c'est plus des esclaves,
mais ils sont quand même soumis à quoi? À la loi de l'argent, à la loi de l'offre et de la demande, à la nécessité de pouvoir vendre leur force de travail à des conditions qui ne sont pas en mesure au début de pouvoir négocier. Donc il y a à la fois une prise de conscience que les changements sociaux sont possibles et en même temps une situation nouvelle qui s'est bien créée et qui pousse une myriade de personnes à intervenir pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout simplement la marchandisation, non seulement de l'échange de la production, mais des individus eux-mêmes. C'est-à-dire que pour la première fois, on assiste au développement de l'économie fondée sur marchande, si vous voulez, au-delà d'un cercle restreint. Et pratiquement, dans l'espace de 2 siècles, toutes les relations humaines deviendront soumises à la loi de la marchandise. C'est-à-dire que les individus, leur vie, leur honneur, etc., à partir du développement du capitalisme industriel, n'ont plus qu'une valeur, non pas fondamentale, liée à leur existence d'être humain, mais liée aux échanges marchands. Si vous voulez, les dernières manifestations de cette appropriation du corps même des individus par l'économie marchande, c'est combien ça coûte un rein. Vous en avez 2, donc vous pouvez en vendre 1. Voilà, et donc vous avez, on peut avec ce raisonnement dire, vous avez 2 reins qui sont valables, chaque rein c'est 40 000 euros, je dis n'importe quoi, donc vous valez 80 000 euros. Votre cœur, pas terrible, cette année, etc. Donc, mais malheureusement, c'est exactement ce qui se passe. Or, maintenant, ça nous fait rire jaune, mais vous imaginez ce que cela a pu produire, quand on a pris conscience de ce genre de choses, au début du XIXe siècle. Donc il y a là une myriade de solutions qui sont proposées pour remédier à ça. Et il y a des dizaines d'écoles qui se créent à ce moment-là, de réformateurs sociaux, dont certains vont se réclamer du socialisme. C'est un terme qui est mis en vogue autour de 1830, par un monsieur qui s'appelle Leroux, et Pierre Leroux, et qui va définir d'une manière large, même très large, tout un tas de réformateurs sociaux qui veulent remédier à cet état de choses. Et parmi cette myriade de réformateurs sociaux, vous avez des dizaines de systèmes qui sont proposés par des gens comme par exemple Fourier, Charles Fourier, Étienne Cabet, Saint-Simon, Victor Considérant, Pierre Leroux, et aussi un certain Pierre-Joseph Proudhon. C'est-à-dire que là, vous avez tout un tas de solutions qui sont proposées, et parmi ces solutions, vous avez des solutions anarchistes qui sont mises en avant par quelqu'un comme Proudhon, qui lui, il insiste non pas tellement sur un objectif différent, puisque l'objectif de tous les réformateurs sociaux est le même, mettre fin à cette forme de domination, disons de cette situation d'anomie qui était provoquée par le développement du capitalisme industriel. Et Proudhon est le seul qui insiste sur la nécessité, pour sortir la société de son époque, et donc l'humanité elle-même, de cette impasse, sur la nécessité de lutter simultanément contre l'oppression du capital, l'oppression politique de l'État, et contre l'oppression religieuse, le combat contre Dieu. Et c'est pour ça que Proudhon est considéré, à juste raison, comme étant le premier véritable théoricien de l'anarchisme. Et il engage ce combat à partir, disons en gros, de 1840, en publiant Qu'est-ce que la propriété, son premier mémoire sur la propriété, où il se définit pour la première fois anarchiste, et c'est pour la première fois qu'il y a quelqu'un qui utilise l'expression anarchiste d'une manière positive. Donc, les idées qui rendent possible le développement de l'anarchisme s'affirment progressivement au cours de plusieurs siècles. Les conditions matérielles et politiques qui rendent possible le développement des doctrines anarchistes se réalisent après la Révolution française, et les premiers théoriciens anarchistes, c'est les premiers individus qui théorisent ce qui pourrait être la réalisation d'une société sans Dieu ni maître, si vous voulez, un des tout premiers qui le fera d'une manière peut-être la plus cohérente entre guillemets,
parce que lui aussi il n'est pas toujours très clair sur un certain nombre de choses, eh bien c'est Pierre-Joseph Proudhon, à partir de 1840. Et donc avec Pierre-Joseph Proudhon, vous avez pour la première fois quelqu'un qui ne se limite pas à vouloir une société débarrassée de l'exploitation de la domination, mais qu'il accole à ce projet un terme qui est celui d'anarchie, d'anarchisme. Même si, et ça c'est très important, Proudhon lui-même n'appelle pas